Yo, salut à toutes et tous et bienvenue dans ce podcast numéro 19 du plaisir de partager. Je suis Lokan Sardari et je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu. Enchanté, Coucou. Bonjour tout le monde. Coucou Mathieu. Salut. On va faire aujourd'hui un podcast qui va être donc comme d'habitude partagé entre YouTube pour la version vidéo, si vous avez la chance de nous voir avec nos beaux polos et nos jolies chemises, et partagé avec une version audio sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, tout ce qu'il y a podcast dans le nom. Vous pouvez également retrouver la version audio de ce podcast à l'intérieur. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de formation, de parcours de formation et de certification de tout ce qu'on peut faire pour monter en compétence au cours d'une vie. Alors il y a évidemment la partie école, la partie études, tout ce qui est très traditionnel dans la partie formation. Mais avec Mathieu aujourd'hui, à qui je vais laisser la parole dans un instant, on travaille tous les deux dans l'informatique, on travaille tous les deux ensemble. Et Mathieu a une vision assez particulière de la formation, des certifications, de la montée en compétences qui me plaît beaucoup. Donc rapidement, est-ce que tu peux te présenter ? Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce que tu aimes bien dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et quel est le rapport particulier que tu peux avoir avec de la formation ou de la certification ? Yes. Donc, je m'appelle Mathieu Banvart, comme tu l'as dit. Je travaille au même endroit que toi. Donc, on est collègues. Je suis passionné de cybersécurité et d'informatique depuis quelques années. Et puis, comme tu as dit, je suis quelqu'un qui est quand même assez tourné vers les formations et j'ai un rapport assez intense, on va dire, à la formation, dans le sens où là, par exemple, pour donner une idée, en 2023, j'essaye de passer une formation, certification, on va dire, par mois. Ça peut donner un peu une idée. C'est le sujet qui fait que tu es là aujourd'hui et qu'on va avoir cet échange. C'est réellement cette grosse appétence que tu as pour la formation, certification. Il y a deux choses qui sont importantes à situer. Quel âge tu as et quel est ton parcours de formation au sens classique, histoire d'avoir une base sur la suite. Et ensuite, je parlerai de mon cas qui est encore plus particulier. Ouais. Donc j'ai 23 ans, 24 ans cette année et j'ai commencé avec des études, on va dire, classiques, collège, lycée comme tout le monde. Après je suis parti faire des études de prépa, donc j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai redoublé mon maths spé. Donc 3 années de prépa classiquement et j'avais pas du tout de compétences ni d'appétence pour l'informatique. J'y touchais un petit peu mais c'est tout. Et donc j'ai découvert ça seulement pendant les études de prépa. Et sorti des études de prépa, je suis parti vers une école d'ingénieur. J'ai fait l'INSA Centre Val-de-Loire à Bourges. Et c'est là-bas où vraiment je me suis découvert cette passion que je commençais à sentir, on va dire, un peu sur la partie cybersécurité. J'ai commencé à un peu plus travailler, on va dire, ce sujet-là. Et donc j'ai passé les 3 années d'école d'ingénieur à suivre, on va dire, les cours classiquement, même si ça ne m'apportait pas, on va dire, totalement satisfaction, on va dire, dans ce que je recherchais. Il te manquait des trucs ? Ouais, c'est un peu ça. Ou le côté peut-être trop théorique, j'en sais rien ? Non, parce que du coup, sorti d'une prépa, la partie théorique, on va dire que c'était clairement mon kiff, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. C'était vraiment plus sur la partie, pas assez de pratique peut-être justement, là où je me suis dit, je suis sorti des études scientifiques, maths, physique, j'avais 24 heures de sciences par semaine, littéralement. Et je suis sorti de 24 heures de sciences par semaine à 24 heures d'informatique, on va dire, par semaine, mais de l'informatique où on avait un peu de cours, un peu de pratique, mais en fait la partie pratique était soit trop simple pour moi, soit pas assez poussée, ou justement peut-être pas assez théorique ou quoi que ce soit. Et donc je recherchais plus, ce qui fait que... et pas assez de sécurité. On était censé rentrer dans une école qui faisait de la sécurité, littéralement, sur mon diplôme, il y a marqué diplôme d'ingénieur en sécurité et technologie informatique. Et de la sécurité, on en a fait à partir de la dernière année. Tu allais vraiment chercher de la sécurité en fait. Ouais. Au moment où tu t'es dit je veux faire de l'informatique, tu allais chercher la partie sécurité informatique. Ouais, moi directement, ouais. C'est vraiment ça ce qui m'a fait kiffer. J'ai commencé, on va dire, comme tout le monde, à faire un peu de dev, c'est pour ça que j'ai un bon niveau en Python derrière. J'ai fait pas mal de développement, j'ai fait même du web, ce genre de choses, mais c'est vraiment la partie sécurité qui m'a intéressé. Et en fait, je suis aussi arrivé dans le moment où où le grand public, on va dire, commençait à apprendre que des cyberattaques, en fait, ça existe tout le temps, ça arrive H24, les médias commençaient à en parler. Et donc, je suis un peu arrivé au même moment et ça m'a donné envie un peu plus de partir sur cette partie-là. Et donc, ouais, quand j'ai fait mon école d'ingé, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, donc ça m'a ça m'a un peu orienté vers pas de la certification, mais plus de la formation
Le fait de creuser sur ton temps libre, ouais. entre guillemets, pour aller vraiment. chercher peut-être, faire un menu à ta sauce avec ce qui te manquait par rapport à l'école sur ton temps libre. Et c'est totalement ça. Et du coup, sur mon temps libre, j'ai fait pas mal de la sécurité offensive. Donc, je suis parti sur un peu les études comme si je voulais faire du pentester. Donc, pentester, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Détail sécurité offensive et pentesting. Donc, je vais détailler sécurité offensive. Alors d'abord, en sécurité informatique, on a deux écoles, on va dire, qui se battent l'une contre l'autre. On va avoir la partie défensive. C'est ceux qui vont essayer de protéger les infrastructures et tous les équipements informatiques pour justement que les méchants hackers ne viennent pas rentrer dedans et ne viennent pas faire joujou. Et la partie offensive, c'est l'inverse. Donc, c'est ceux qui vont se mettre dans la peau des hackers pour essayer de rentrer dans les équipements et donc dans les entreprises ou quoi que ce soit, mais à but positif. On n'est pas des hackers, le but c'est juste de dire ok, on va faire de l'audit, c'est littéralement ça, et le but c'est juste de dire à la fin voici l'ensemble des vulnérabilités que vous avez, et on va vous aider entre guillemets à les patcher, et donc voilà. Donc c'est pour le but à la fin, c'est d'améliorer le niveau de sécurité d'une entreprise. Et ça c'est un truc qui t'a fait kiffer depuis le début, de faire de l'offense et du pentesting plutôt que de la sécurité défensive. Totalement. Quand j'ai découvert le monde de la sécurité, de la cybersécurité, il y a la partie offensive m'a fait vraiment on m'a mis des étoiles dans les yeux, on va dire vraiment comme ça. C'était vraiment le cas, et donc je me suis renseigné à fond, j'ai commencé à faire mes premiers CTF. Donc des CTF, c'est des Capture the Flag, c'est des petits challenges en fait qu'on va trouver en ligne. Il y a des plateformes qui existent pour ça, les plus grosses c'est RootMe, HackTheBox, ce genre de choses, où en fait c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde peut aller dessus, tout le monde peut s'entraîner. Et le but à la fin en fait c'est juste de dire ok, qu'est-ce que tu sais faire, tu peux te challenger avec les autres, tu peux te challenger tout seul, mais ça te permet de connaître un peu le niveau que tu vas avoir et de tout simplement en fait de t'entraîner et de monter en compétences. Et moi c'était vraiment ça ce que je recherchais, c'était le monter en compétences. Okay. C'est un milieu, surtout la partie offensive, qui est tellement fermé d'un côté et fermé dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup de documentation parce que c'est quelque chose qui... C'est un peu confidentiel. Ouais, c'est un peu ça. C'est forcément quand il y a une vulnérabilité, on va pas l'afficher partout parce que par définition c'est une vulnérabilité. Ouais. Donc en principe nos vulnérabilités on les cache. Et derrière, il y a le côté où c'est difficile parce que ça demande tellement de compétences techniques. Et donc, par défaut, ça fait aussi monter en compétences très facilement dès qu'on découvre des choses. Mais ça demande tellement de compétences techniques que, en fait, moi, j'y ai découvert... c'est grâce à la sécurité offensive que j'ai commencé à toucher à du Linux, que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient certains systèmes, du Windows, du Linux, à commencer à comprendre un peu le réseau. J'ai commencé à toucher à ça grâce à la partie formation tout seul en fait dans ma chambre le soir à la fin de l'école. Et après l'école, on va dire le diplôme d'ingénieur m'a aidé, on va dire m'a un peu plus recadré, m'a appris d'autres choses pour rentrer notamment un peu plus dans certaines théories, mais sur la partie formation de mon côté, ouais, vraiment, c'est comme ça que je suis monté. Comment est-ce que tu définirais ce que t'as apporté l'école d'ingé classique par rapport au quotidien, par exemple, histoire de simplifier un petit peu la question. Au quotidien, est-ce que ce qui t'apporte le plus, c'est ce que tu as appris en école d'ingé ou ce que tu as appris sur ton temps libre? C'est un peu une question piège, ça. Ouais, c'est un peu une question piège, et d'autant plus qu'on est dans un milieu, l'informatique, qui est très, très pratique. Tu as besoin de pratiquer en fait pour monter en compétence. Et je suis quelqu'un qui est... Autant j'ai fait beaucoup de théorie dans ma vie, autant j'ai le sentiment que l'informatique, ça ne s'apprend pas en théorie. Il faut le pratiquer pour le comprendre. Et surtout maintenant où je suis beaucoup plus orienté sur de l'administration système, réseau, j'ai vraiment ce sentiment de, en fait, pratique, joue avec, casse tout, reconstruis, amuse-toi, et c'est comme ça que tu vas comprendre. Et du coup, cette partie-là, je pense qu'elle m'a beaucoup plus fait monter en compétence que la partie école d'ingénieur. Okay. Par contre, l'école d'ingénieur m'a appris d'autres choses. Le fait de travailler en équipe, le fait d'avoir, on va dire, un peu de leadership sur certaines choses et sur des compétences un peu plus, enfin vraiment sur des compétences justement, on va dire, la partie des bases, en fait, on va dire, des bases de programmation, des bases de système, des bases de réseau. Tu touches un petit peu à tout du fait qu'il y a un programme en fait, ça te permet d'avoir un minimum des fondamentaux dans différentes techniques, différentes technologies. C'était ça le mot que je cherchais. C'est un peu ça, ça te permet d'avoir les fondamentaux et en même temps ça te fait découvrir un peu ce qui existe. Là où sur internet tu peux, alors c'est
comme ça que moi j'ai tendance à trouver un peu Internet, mais j'ai tendance à vite, quand je vais chercher sur un sujet, après je vais un peu me perdre dedans. Ouais. Et donc j'ai du mal des fois à voir qu'il y a d'autres choses à côté qui existent. Alors bon, l'école peut aussi faire ça en fonction des écoles, mais je sais que l'école dans laquelle moi j'étais, on avait le côté où, vu qu'on touchait à tout, on faisait autant du dev que littéralement on touchait à de la sécurité, on va dire pure, mais à côté on a fait de l'intelligence artificielle, on a fait de l'IoT, donc Internet of Things. Donc c'est tout ce qui est les objets en fait qui sont connectés, ça peut être des Raspberry Pi, ce genre de choses. Donc en fait on a vraiment touché à tout. Et c'est des choses auxquelles j'aurais pas forcément testé dans mon coin parce que manque de matériel ou ce genre de choses. Et par exemple, moi j'ai un exemple je pense qu'il va être un peu concret. C'est sur la partie en dernière année, dans l'option que j'ai choisie, la première semaine, on nous a demandé de construire notre salle de cours. Donc ça veut dire qu'en fait, on était dans une salle où on avait des ordinateurs. Au fond de la salle, il y avait une baie informatique avec un firewall, un serveur, un switch, voilà. Et on nous a dit littéralement, vous avez 2 semaines pour construire votre salle. Dans 2 semaines, il faut que l'ensemble des postes soient connectés à Internet et fonctionnent. Okay. Et donc, t'as jamais touché un switch, t'as jamais touché un routeur, t'as jamais touché un firewall, t'as jamais su ce que c'était. Enfin, j'avais jamais vu un serveur de ma vie. Je débarque devant et donc on était regroupés par équipe. On avait une équipe réseau, on avait une équipe virtu, on avait une équipe sécurité, etc. Et chacun avait sa tâche. Et je me suis retrouvé dans l'équipe réseau, j'avais 0 compétence en réseau, donc forcément ça fait monter d'un coup. Ouais. Et de l'autre côté, pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, ils le savent, la partie réseau, quand tu travailles avec d'autres équipes, c'est souvent le cœur du problème parce que tout le monde a besoin d'avoir accès à Internet, tout le monde a besoin de communiquer avec les autres. C'est exactement ça. C'est vraiment le nœud central. Et donc, tant que nous on n'avait pas fait notre taf, les autres équipes ne bossaient pas. Enfin, ils ne pouvaient pas bosser quasi. Ouais. Donc les 3 premiers jours, on avait des grosses gouttes de sueur en mode faut que ça fonctionne, sauf que je savais pas ce que c'était un VLAN, je savais pas ce que c'était un sous-réseau, les notions techniques, je les connaissais pas, et parce qu'on les avait pas approfondies dans les cours, donc toute cette partie-là, il y a eu une montée en compétences qui était exponentielle, je veux dire, pendant les 2 premières semaines, okay. Et ça c'était cool. Et c'est quelque chose que je retrouve par exemple quand je fais maintenant des formations à côté, à mon rythme, à côté du travail. C'est ce que je recherche. Le fait de, par exemple, de ne pas connaître une techno, je suis quelqu'un qui est très curieux par nature, et donc quand je ne connais pas une techno, je vais creuser le sujet. C'est ça, qui est assez intéressant en fait. Pour creuser un petit peu la question que je t'ai posée précédemment, est-ce que tu penses que tu t'en sortirais plus facilement si tu étais un profil autodidacte qui apprend tout seul, du coup, par définition, monte en compétences, alors avec peut-être un cadre, avec imaginons un pote à toi virtuel qui a fait une école d'ingé et qui te dit renseigne-toi sur cette techno, et ça c'est vachement bien. Ce Mathieu virtuel là, ce Mathieu V1 qui a appris tout seul versus un Mathieu qui n'a fait que l'école d'ingé. Qu'est-ce qui te prépare plus? La question est orientée. Qu'est-ce qui te permet de mieux t'en sortir sur ton premier job? Parce que là, pour l'instant, on part quand même vraiment sur le cas concret et ta vie en sortie d'école. Hein. Tu as fini ton école très récemment, on n'en a pas parlé ça, mais c'est l'an dernier. Donc le taf que tu as actuellement, c'est ton premier taf. Ouais. Et qu'est-ce qui, selon toi, t'aurait le mieux préparé au taf que tu as aujourd'hui, l'école d'ingé ou ce que tu as fait tout seul à côté? Ou ce que tu aurais peut-être même pu faire tout seul à côté? C'est une très bonne question. Merci. Non, c'est une très bonne question. En vrai, je pense que la réponse elle est en 2 phases. Il y a la partie technique, on va dire pure. Et dans ce cas-là, je pense que il y a le côté, entre guillemets, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans le sens où on a la chance dans notre domaine, l'informatique, où littéralement tout est documenté sur Internet. Et donc n'importe quelle technologie que tu as envie de prendre en main, demain tu te formes juste en lisant les docs. Oui. C'est le fameux RTFM, mais tu vas chercher et tu vas trouver, et donc tu peux te former en fait avec. J'allais expliquer RTFM, mais je vais laisser les gens dans Google, ça sera beaucoup plus drôle. Je voulais pas l'exprimer non plus, je me suis dit il faut les laisser. Et donc il y a cette partie-là où juste en cherchant en fait, tu vas trouver les réponses et donc tu vas pouvoir tester dans ton coin.
C'est notamment vrai sur toute la partie administration système et sur toute la partie web développement, je veux dire. Oui. Tu veux apprendre à coder, et ben ouvre ton bloc-notes et apprends à coder en fait. C'est aussi simple que ça. Oui. Alors que pour d'autres choses, ça peut être des fois un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas dans les mêmes infrastructures qu'une grosse entreprise ou autre. Mais je pense que ça reste faisable. Par contre, moi ce qui m'a beaucoup aidé et qui vient pas forcément de l'école d'ingénieur, mais qui vient peut-être plus de la prépa, c'est la partie... c'est une phrase qu'on a tendance à dire en prépa. Une prépa ne nous apprend pas à avoir des connaissances, ne nous apprend pas à avoir des compétences. Par contre, une prépa, ça t'apprend à apprendre. Ouais. Et c'est une phrase que mes professeurs me répétaient souvent quand j'étais en prépa. Et autant quand j'étais en plein dedans, je la comprenais pas, autant en rentrant en école d'ingénieur et même maintenant, je la comprends vraiment. C'est plus le parallèle que j'ai moi avec l'école d'ingé justement. Pour moi, un ingé, c'est quelqu'un qui sait apprendre. C'est totalement ça. Et à la différence de notre profil, alors il n'y a rien de sectaire ou quoi que ce soit là-dedans, mais un ingé, peu importe en quoi il est ingé, mais un ingé agronome, tu vois, versus un ingé informatique, dans tous les cas, une école d'ingé, pour moi, apprend à apprendre aux gens, apprend à faire du reverse engineering, enfin un gros franglais ici, mais à comprendre, à ouvrir, à voir comment c'est fait et à pouvoir reconstruire parce qu'on a vu et compris les rouages de ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de super important. Je t'ai totalement coupé pendant non, mais ta t'inquiète pas, mais t'as entièrement raison et c'est exactement ça. Et je pense que c'est cette partie-là qui a fait que peut-être que c'est pour ça que j'étais rapidement à l'aise, on va dire, dans ce premier job. Donc pour resituer, j'ai commencé le job en février l'année dernière, j'étais 6 mois, j'ai fait mon stage de fin d'études et après j'ai été... Et on t'a embauché direct. C'est ça, j'étais embauché en CDI. Et même sur la partie stagiaire, j'ai eu... Alors après, il y a les circonstances qui font que c'est devenu comme ça, mais il y a le côté où j'ai pu monter rapidement en compétences, j'ai eu rapidement, on va dire, des tâches qu'on donnerait de base, on va dire, plus à un CDI ou ce genre de choses, mais une confiance, en fait, tout simplement professionnelle, on va dire. Et cette partie-là, je pense que c'est aussi dû, justement, de par les profils qu'on peut avoir quand on sort, justement, d'école d'ingé et qui sont faits du parcours, on va dire, cursus classique et scolaire qu'on peut avoir. Là où les formations qu'on peut avoir à côté quand on est on va dire qu'on fait en autodidacte, comme tu disais, c'est plus des formations techniques et comme dit, des formations vraiment sur un domaine de compétences, mais très ciblées. J'ai du mal à voir, par exemple, en fait, j'aurais du mal à me dire, à me dire aujourd'hui tout ce que j'ai appris en prépa, tout ce que j'ai appris en école d'ingé, à me dire, en fait, je pourrais le voir dans mon coin tout seul. Je pense que je pense pas que ce serait faisable. Je pense pas que clairement, moi aujourd'hui, j'aurais pas réussi. Je pense que la chose qui va être la plus, j'en bégaye, donc c'est tellement émouvant. L'école d'ingé va avoir une capacité à t'apporter du liant, du contexte, de l'épaisseur sur les différentes technologies, les différentes approches que tu peux avoir. Versus toi, moi, en tout seul, on va creuser une techno, creuser une autre techno. Et pas forcément voir les corrélations et les liaisons qu'il peut y avoir entre les différentes technologies, le fait que certaines soient arrivées en même temps et le fait qu'un programme soit constitué par une école apporte justement du liant et de l'épaisseur un petit peu à tout ce background de technologie et de connaissances qu'on essaye de t'amener, et ça permet d'avoir, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir des fondamentaux dans pas mal de techno, mais justement avoir... bon, ok, j'ai cette problématique-là, dans quel cas est-ce que je peux utiliser cette technologie, dans quel cas est-ce que je peux utiliser cette technologie-là, dans quel cas est-ce que je passe par tel process plutôt, du bottoms-up, du divide and conquer, etc. Et en fonction des différentes problématiques qu'on va avoir, pouvoir s'adapter assez facilement. Tout à l'heure, tu disais, quand tu étais en stage, tu as eu des missions qu'on donnerait normalement plus en CDI, la relation de confiance, elle se gagne en fait. La confiance réellement se gagne. Et quand on a... donc du coup, toi, tu es ingé, moi je suis sur un profil de manager. Et quand on a... La formulation est bien, hein, elle est drôle. Moi, il faut avoir du contexte. C'est une private joke, mais il faut avoir du contexte. Et du coup, la confiance se gagne donc encore une fois. Et quand tu as un profil qui est en capacité... d'apprendre rapidement, on revient au apprendre à apprendre, d'apprendre rapidement, de créer lui-même les connexions entre les différents systèmes qu'on va pouvoir présenter. Donc on a différentes
différents environnements, on va dire ça comme ça, au travail. Certains très sensibles, d'autres juste sensibles et d'autres qui le sont moins. Un statut de sensibilité normale, si on veut. Et c'est la particularité de notre taf et c'est ce qui fait, je pense, que ça te plaît aussi au quotidien. Quand tu as quelqu'un qui est capable de voir les liaisons entre les différents environnements, entre les différents systèmes, qui va savoir poser des questions. Cet après-midi, on a eu une blague, par exemple, au travail, de quelqu'un qui ne pose pas de questions et qui agit. C'est ce qu'on disait avant de démarrer ce podcast. Moi, je préfère 100 fois quelqu'un qui va poser des questions pour s'assurer que c'est la bonne approche, le apprendre à apprendre encore une fois, plutôt que de quelqu'un qui va vouloir agir à tout prix, enfin à tout prix, entre guillemets, hein, mais qui va vouloir agir et faire peut-être une bêtise alors qu'il aurait juste pu demander. C'est le profil ingé, pour moi, il vient là-dessus, et le profil du curieux englobe un petit peu le profil d'ingé. Quelqu'un qui est curieux, profondément curieux, pour moi, il a les mêmes traits, les mêmes qualités qu'un ingénieur ou que ceux qu'on va essayer de donner à un ingénieur. On essaye de transformer un petit peu les gens qui arrivent dans des écoles d'ingé pour qu'ils pensent à peu près de la même manière ou qu'ils sachent encore une fois apprendre à apprendre. Mais quelqu'un qui est curieux a beaucoup de ces traits de caractère et de ces qualités requises pour être un bon ingé, selon moi, quoi. Au quotidien, du coup, tu as cette partie école, cette partie autodidacte. Qu'est-ce qui fait que là, sortie d'école, tu te dis... plein de personnes, en fait, sorties d'école se diraient j'ai passé les 6, 7, 15, 20 dernières années de ma vie, si tu veux grossir le trait à l'extrême, à apprendre des choses. Et stop, j'ai plus besoin d'apprendre, au moins pour les 2 ans à venir, je suis large. Je réapprendrai des choses quand je m'estimerai dépassé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au quotidien, et même durant ta phase de stage, et encore une fois, comme tu le disais, durant ta période d'école d'ingé, tu te dis, quand la journée se termine, ok, là j'ai envie d'aller apprendre de l'Azure, et je vais foncer sur de l'Azure, ou sur du réseau, ou sur peu importe quelle autre technologie. Qu'est-ce qui fait que tu sens le besoin de faire ça ? Alors la réponse va pas forcément être celle à laquelle tu t'attends. Je m'attends à rien, en fait. C'est ça qui est beau dans ce podcast. Alors en fait, non, moi c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petit, en fait. Okay. Le côté de dire j'ai envie de tout découvrir. Il y a une phrase que je vais piquer à Orelsan, mais je suis un éternel insatisfait. Ouais. Et c'est quelque chose qui me correspond totalement et que je dis vraiment depuis que je suis petit. Le côté où en fait, s'il y a un truc à tester, j'ai envie de le tester. S'il y a un truc à apprendre, j'ai envie de l'apprendre, j'ai envie de savoir. Je suis vraiment curieux par nature, et donc il y a le côté où je m'intéresse à tout, pas forcément au domaine de l'informatique, mais quelqu'un demain qui débarque, qui est, je sais pas, je suis un infirmier, je suis un médecin, je suis un menuisier, j'en sais rien, et qui a envie de transmettre. Mais moi je vais être à côté et je vais écouter, je vais être une éponge qui va écouter. Et donc il y a vraiment ce côté de transmission où je sais que moi je suis vraiment une éponge justement sur cette partie-là, où j'ai envie juste emmagasiner de la connaissance. Parce que ça m'intéresse. C'est pas juste emmagasiner pour emmagasiner et dire moi je sais. Ça m'intéresse pas. Mais c'est vraiment le côté de dire en fait je suis curieux. Et donc la partie compréhension et comment les choses s'emboîtent. C'est totalement ça. Et par exemple, je rebondis là-dessus parce qu'il y a quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup de mal. Ne rebondis pas sur la partie s'emboîte, s'il te plaît. Non. Il y a quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup de mal, c'est la partie. Comment dire vivre entre guillemets entouré de choses qu'on ne comprend pas. Moi, quand il y a quelque chose. En fait, j'arrive pas à me dire. Il m'arrive quelque chose par exemple tous les jours et je ne sais pas ce que c'est. Non, j'ai naturellement besoin de savoir ce que c'est. Le pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce que telle chose est telle qu'elle est. Et donc, alors forcément, il y a des réponses qu'on n'aura jamais, parce que je peux aller très loin dans ce genre de questions. Ça peut aller de pourquoi l'univers est ainsi jusqu'à pourquoi ma conf réseau elle fonctionne pas. Ça peut aller vraiment très loin, mais c'est des questions où justement, à force, en fait, c'est juste à force de creuser tel ou tel sujet. Et bien forcément, à force, on a des réponses, on comprend d'autres choses. Et c'est totalement la raison pour laquelle, par exemple, je suis parti en prépa. Quand je suis sorti de mon lycée, à la fin de mon lycée, j'ai passé mon bac, j'étais quasi certain de l'avoir avant de le passer. Et du coup, en discutant avec mes profs, ils étaient là en train de me dire tu veux faire quoi ? Et moi, j'étais là en mode je sais pas.
Le métier d'ingénieur, par exemple, je le connaissais pas du tout. Ok. Et donc, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un à une fête de la science qui, lui, était ingénieur. Et en fait, quand il m'a expliqué, entre guillemets, ce que c'était son métier, il m'a pas expliqué ce qu'il faisait techniquement. Il m'a juste expliqué, entre guillemets, les grandes lignes de ce que c'est un ingénieur pour lui. Et il y a 2 étoiles qui se sont illuminées dans les yeux et qui ont dit ok, c'est ça ce que j'ai envie de faire plus tard. C'est pour moi, en fait, la manière dont il me l'a expliqué, c'était quelqu'un qui tous les jours quand il va travailler, et en fait il apprend des choses. Et j'étais là en mode bah ouais, en fait c'est juste ça ce que je veux, c'est ce que je veux faire depuis que je suis tout petit. Le fait d'apprendre, de continuer à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une prépa, parce que c'était considéré comme étant les études où tu apprends le plus. Il y a tellement de choses à apprendre que tu n'arrives pas à tout retenir, et c'est clairement le cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des cours de prépa où littéralement je les ai oubliés, où je m'en souviens plus, mais il y a une grosse base qui sont restées, et c'est cool en fait, ça. Et derrière l'école d'ingé, bah voilà, je suis parti sur l'école d'ingé, je suis parti sur l'informatique parce que bah forcément on se trouve des domaines, on se trouve d'un peu plus d'appétence, de compétences, mais c'est super intéressant. Et pour la partie du coup le soir, qu'est-ce qui me donne par exemple l'envie le soir en rentrant? C'est le côté de me dire alors je le fais pas tous les soirs, hein, je suis pas un nazi non plus là-dessus, non. mais des fois ouais, le soir en fait quand je rentre, je me dis bah tiens, je suis pas fatigué forcément de ma journée de travail, j'ai encore du punch, j'ai encore voilà, il y en a qui vont faire du sport. Pour pas citer quelqu'un, il y a des gens qui vont se dire bah tous les soirs je vais faire 2 heures de sport, et ben moi quand je rentre je me dis bah des fois je vais faire du sport, des fois je vais être là en mode ce soir tiens je vais me faire une certification ou je vais continuer ma formation parce que j'ai envie d'apprendre. Et paradoxalement il y a quelque chose où j'ai beaucoup de mal à faire, c'est à rester focus sur une formation. Okay. J'ai très envie par exemple de partir par exemple sur une formation et en fait le lendemain je vais me dire ah mais tiens ce sujet en fait il est vachement intéressant, et du coup d'avoir envie de partir creuser le sujet. Sauf que c'est le côté, tu te distrais tellement que au bout d'un moment, tu as tout commencé, tu n'as rien terminé, et en fait, tu es arrivé nulle part. Ah, le work in progress. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, moi, je l'ai en perso. Et donc, il y a ce côté de me dire, là, je suis en train d'essayer justement de restreindre et vraiment de rester focus. Par exemple, je me donne une formation, je reste dessus. Et c'est notamment pour ça que j'ai posé le point, ce que je disais au tout début de la vidéo, je me suis donné comme objectif cette année, c'était mes résolutions de 2023. Une de mes résolutions, c'était une certification par mois. C'est hyper ambitieux, c'est plus facile à faire parce que je démarre que quelqu'un qui est déjà à un certain niveau de formation, sinon c'est juste pas possible, parce qu'il y a des formations qui font 3 mois pour les apprendre, ou même plus. Moi je peux me le permettre avec des formations plus simples ou quoi que ce soit, mais c'était le côté de se dire aussi c'est challengeant et j'aime bien le côté challenge, et il y a le côté de se dire ok, en fait si tu l'as fait, c'est comme tous les trucs de développement personnel en fait, on va dire, tu démarres, tu as l'impression que c'est une toute petite tâche, mais en fait si tu les fais, à la fin de l'année tu as passé 12 certifications, et 12 certifs, que ce soit sur un CV comme personnellement, en fait derrière ça a une plus-value. Moi, sur mon travail au quotidien, même si c'est pas forcément des technos sur lesquels on va travailler au quotidien, mais en fait ça permet d'avoir des technos peut-être qu'un jour je vais rencontrer et de dire ah mais en fait ça j'ai déjà vu, j'ai formé, ou ne serait-ce que j'ai la compétence pour tu discutes avec quelqu'un qui demain lui a ses connaissances, et en fait t'es pas perdu lors de la discussion. Moi j'ai horreur de ça, j'ai horreur d'être perdu quand je vais discuter avec quelqu'un d'un sujet que je ne maîtrise pas, et c'est normal en fait, c'est tout à fait normal et humain parce qu'on peut pas tout maîtriser, mais moi j'aime bien avoir juste les petites briques qui permettent ne serait-ce que de suivre la conversation sans être totalement perdu. Et le truc qui est usant sur ces trucs-là, en fait, c'est que quand tu vas avoir un échange avec quelqu'un qui te noie sous la connaissance qu'il a, tu subis la conversation et tu n'en tires rien. C'est ça. Parce que tu n'apprends rien, tu as juste perdu du temps en fait. Tu n'apprends rien de ce qu'on t'a dit, puisqu'on t'a noyé sous des informations que tu n'as pas compris, que tu ne sais pas assimiler. Alors que si tu as juste des petites bases, ça peut te permettre de rebondir sur un élément, et juste un truc qu'il faut savoir faire selon moi, dire cet élément-là je ne le comprends pas parce qu'il m'avait semblé que ça et ça marchait de telle manière. Ah ben non, et tu redonnes de l'eau au moulin, et on part dans une discussion et plus dans une écoute totalement passive de quelqu'un qui déblatère des specs techniques que tu ne comprends pas, que tu n'as jamais vu, etc. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions et de s'interroger ou juste d'aller voir les autres. Et par exemple ça, je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner sur la partie, par exemple, pour ceux qui ont alors peut-être déjà fini, on va dire, leurs études et qui sont dans un travail et qui ont envie d'apprendre d'autres choses. Il ne faut pas hésiter à venir voir aller voir en fait les personnes qui ont plus de compétences dans certains domaines. Il y a souvent des personnes qui
ont qui ont beaucoup de connaissances, qui ne sont pas forcément le côté de les étaler parce qu'ils sont humbles ou parce que c'est pas leur envie d'avoir ce côté de transmission. Mais quand on va les chercher, c'est là où des fois on peut découvrir des perles où ils vont nous transmettre toutes leurs connaissances qu'ils peuvent avoir. Et je sais qu'on en côtoie, nous par exemple, dans notre métier, où on a des personnes justement qui sont hyper calées techniquement, et quand tu discutes avec eux, bah, c'est juste, tu ressors de là, t'es épuisé, mais parce que t'as appris 12 000 choses à la fin, parce que tu comprends qu'en fait, techniquement parlant, ils nous explosent en fait derrière. Et c'est super intéressant en fait de travailler avec des personnes aussi comme ça. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un peu l'avantage de l'informatique, c'est que même sur Internet, on va trouver des personnes comme ça, ou que ce soit sur des forums, que ce soit juste sur des MOOC ou des webinaires ou quoi que ce soit. En fait, il y a plein de gens comme ça qui vont aller partager leurs connaissances, des fois gratuitement, des fois c'est payant, bon, ça, on en parlera un peu plus tard. Ouais, mais il y a plein d'endroits comme ça où on peut aller chercher de l'information, et les gens sont souvent plus bienveillants que ce qu'on peut croire, notamment sur la partie transmission de connaissances. Très clairement. Profil qui me semble important, il y a un gros débat. J'ai pas, comme toi, j'aime bien comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses, et c'est rassurant pour moi d'arriver à mettre certains éléments dans des cases, me dire, ok, genre ma routine matinale, tu vois, j'aime bien l'avoir écrite, et comme ça, je suis un pilote automatique et j'ai pas à réfléchir dessus. La manière dont je vais courir, m'entraîner, dont je vais aborder une réunion avec vous, par exemple, ou différents trucs, je suis souvent en pilote automatique, ça me laisse de la capacité de calcul, entre guillemets, pour d'autres trucs à côté. Un des éléments sur lesquels j'ai toujours pas de réponse aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vaut mieux être un profil généraliste ou être un profil spécialiste, avec ta vision à toi. Donc un spécialiste, c'est quelqu'un, c'est très informatique ce podcast, c'est quelqu'un qui va être monstrueux dans une technologie, un domaine, un secteur, appelle ça comme tu veux. Donc ça peut être, pour parler réseau par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui va être un cadre en réseau, mais l'étape du dessus, c'est même un cadre en réseau Cisco, ou même un cadre en réseau HP, ou un cadre en Aruba, etc. Enfin, HP Aruba, c'est la même chose maintenant. Ou les merdes qu'on a actuellement, là, je me souviens plus du nom, c'est pas grave. Et donc, en fonction de ça, est-ce qu'il vaut mieux, selon toi, j'ai pas la réponse en vrai, il y a plein de situations. Moi, j'ai un profil très généraliste. Depuis tout à l'heure, je te laisse évoquer les choses. Moi, comme toi, je suis quelqu'un de très curieux qui aime bien aller chercher des infos et poser des questions partout, justement parce que j'ai pas eu ce que j'estime une chance de faire une école d'ingé. Donc, j'ai fait que des cours du soir et que apprendre tout seul après sur mon temps libre. Donc, dès que j'ai la chance de travailler avec 20 gars comme toi qui ont fait des écoles d'ingé, qui sont pour l'immense majorité d'entre eux très curieux et compétents. Et ça me donne j'ai un vivier de connaissances autour de moi, c'est juste génial pour un mec curieux. Et j'ai la possibilité d'apprendre des trucs comme ça avec vous, mais j'ai un profil très généraliste. Je vois un peu comment l'immense majorité des choses fonctionnent, mais je suis nullement spécialiste dans un domaine. Et c'est une vraie question aujourd'hui. Quand on passe un entretien, par exemple, pour venir un petit peu dans du concret, parfois on va avoir la sensation que les personnes cherchent un profil généraliste plus, genre en informatique on évoque des niveaux 1, 2, 3, niveau 2 global partout, ce qui se trouve en soi, c'est pas si compliqué que ça, mais des fois du niveau 3, et ça peut être une décision à un moment que quelqu'un va avoir à prendre. Florian, si tu regardes ce podcast, est un pote à moi qui est une machine en VMware, il peut être encore plus solide, mais pour un mec qui n'a pas 30 ans, juste il est incroyable. Parce qu'on surveille ton Credly en fait, donc c'est on t'a à l'œil. et du coup, effectivement, on va avoir des profils comme ça très spécifiques à une technologie. Donc Florian très calé sur du VMware. Et sur d'autres trucs à côté, moi je vois un petit peu on a déjà eu cette conversation au moment des formations par exemple, mais quelqu'un qui va suivre des formations, je le vois un petit peu comme un principe de tente, j'allais dire chapiteau, mais ça peut être mal interprété.
une tente, il va y avoir un sommet de la tente qui est très pointu, qui est le plus haut, et puis ensuite, de manière connexe, ça s'étend sur les côtés. Et quand on veut être très fort par exemple en réseau, on va être très bon en réseau, ou en réseau Cisco, mais du coup, par un principe de vase communicant, on va quand même avoir des bases très solides sur les autres marques de réseau, et puis on va devoir savoir faire un petit peu de système, parce qu'il y a du firewalling, etc. etc. Donc on va se retrouver sur des profils comme ça, et à un moment où fin d'année par exemple, tu as passé plein de certifications sur plein de sujets différents, tu as fait du cloud, tu as fait de la sécu, tu as fait du système, tu as fait du réseau, etc. L'année prochaine, quel est le profil, quel est le path que tu choisis? Est-ce que tu te dis, bon ben, je monte d'un étage partout, et je suis à un niveau de très solide partout, ou en fait j'ai vachement kiffé ça, et du coup le process de certification, il me sert, ou de formation de manière générale, me sert à comprendre un petit peu, à avoir une vision globale un peu plus étendue que ce que je pouvais avoir en sortant d'école, et je me spécialise sur un truc, et ensuite je reviendrai sur un autre sujet, peut-être pour être à nouveau spécialisé dessus, puis 2-3 trucs comme ça. Quel est le ressenti que tu peux avoir des discussions et même du terrain sur... ça fait bizarre qu'un mec de 36 ans pose cette question à un mec qui en a 10 de moins, mais quel est le ressenti que tu peux avoir entre un généraliste et un spécialiste au quotidien? C'est dur comme question. Ouais, elle est super dure. Mais ça fait 10 ans que j'ai réfléchi dessus. Je suis venu pour me faire piéger en fait aujourd'hui. Ouais. Non, c'est dur comme question. J'aurais pas la réponse, mais ça je pense que tu t'en doutes. Mais c'est le côté. C'est la réflexion qui est intéressante. Ouais, c'est ça. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à à creuser un sujet qui ne m'intéresse pas, même si du coup c'est rare, mais surtout à creuser quelque chose qui ne me plaît pas, on va dire. Et donc, alors que ce soit professionnellement parlant, j'ai du mal en fait à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, tout simplement. Ok. Alors ça fait très égocentrique et très entre guillemets je fais ce que je veux. Ouais, mais les gens feront la part des choses. Mais ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a le côté, alors faut pas se mentir aussi, hein, on va dire j'ai eu la chance entre guillemets de pouvoir faire les études que je veux, et que ce soit des études où on est tranquille aussi derrière avec le métier qu'on veut faire, et voilà, donc en fait c'est un choix derrière, mais ce qui fait que je fais un métier qui me plaît, qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Mais du coup derrière, au niveau des formations, c'est un peu pareil. C'est la partie où du moment qu'un sujet m'intéresse, je vais monter dessus. Par contre, si maintenant, imaginons justement pour reprendre ton exemple, que j'ai fait le niveau 1, on va dire, dans 4 domaines différents. Je suis arrivé à la fin de l'année, comme tu dis, et l'année d'après, on va dire, ok, je continue mon plan de formation, qu'est-ce que je fais? Et ben, si j'ai une des, comment dire, un de ces niveaux où au final je vois, un de ces domaines pardon, où je vois que et en fait je l'ai trouvé très dur le niveau, et j'ai pas forcément envie de creuser plus, bah, je vais juste m'arrêter, juste par envie en fait. Je vais être curieux de vouloir continuer, mais en fait ça va peut-être pas être sur le moment. Je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au feeling sur littéralement toute ma vie, et genre je veux dire sur tous les domaines, tous les aspects de ma vie. Et il y a le côté de dire, en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui je dis non que demain ça va pas être oui, je peux changer en fait d'avis de l'un à l'autre. Et donc pour revenir sur la partie spécialité en fait, et sur la spécialisation, moi j'ai le côté utopiste de dire j'aimerais me spécialiser dans tout, entre guillemets, tu vois, c'est d'être, pourquoi être généraliste si tu peux être juste spécialisé partout? Ouais. Sauf que c'est toujours pareil, on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences, on reste humain et tout ce qui va avec. Et quand tu vois les compétences de certaines personnes qu'on peut juste côtoyer ou juste qu'on suit de très loin, je pense par exemple à ton ami Florian, moi je le vois de très loin, tu vois, mais oui, quand tu vois le niveau qu'il a, ne serait-ce que sur le papier par rapport aux formations, aux certifications qu'il a passées, ouais, tu te dis qu'il y a un monde d'écart entre, par exemple, moi maintenant, si je voudrais arriver au même niveau que lui. Et donc te dire que tu voudrais faire la même chose mais dans 12 domaines alors que lui il l'a fait dans un seul, ouais, on en reparle dans 100 ans. C'est une notion de choix en fait qui est compliquée pour moi sur cette partie-là, c'est que au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain niveau, genre niveau 1+, niveau 2 sur pas mal de techno, tu te dis bon ok, la suite c'est quoi? Laquelle je choisis? Et puis tu vas sur ça et tu te dis ouais mais l'autre à côté elle est vachement cool. Et moi mon côté curieux me bloque sur ça. Parce que j'ai vraiment envie d'apprendre un peu plus sur chaque truc. T'as pas envie d'être bloqué sur un domaine que t'as envie d'apprendre en fait. Et je suis exactement J'ai pas envie d'aller à fond sur un pour ensuite repartir à fond. J'ai envie de faire monter, et c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, de faire monter petit à petit à peu près sur tous les domaines. Alors, il y a toujours
des technos ou des marques avec lesquelles tu as un peu plus d'appétence, D'affinité. tu vois. Moi, j'ai passé toutes mes certifications sur Storm Shield, qui est une marque de pare-feu, parce que l'occasion s'est présentée très simplement et que j'ai eu beaucoup d'appétence avec cette marque et ce que ça permettait de faire au quotidien. Mais c'est une notion de choix à faire. Choisir, c'est renoncer. et j'arrive pas à renoncer sur des trucs comme ça, tu vois. Donc je me dis, l'approche que tu as et qui du coup transpire et me motive aussi sur d'autres trucs. Tu vois, du Azure par exemple, la formation AZ900 que tu as passé l'autre jour et que je suis en train de faire aussi, c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé, mais en fait je me dis, ça peut être stylé. Et avec la même approche que toi, voyons comment c'est fait. Mais tu vois, par exemple, Azure est un très bon exemple dans le côté où je suis, alors par rapport aux formations que j'ai pu passer et par rapport aussi à notre environnement de travail, je suis beaucoup plus orienté on-premise que cloud. Donc pour ceux qui n'ont pas la différence, on-premise, c'est vous avez des serveurs à la maison, dans un data center pour une entreprise, on va dire, mais ils ne sont pas dans le cloud. Là où du coup le cloud, c'est dans le cloud. Merci pour cette traduction. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et c'est un super NG, vraiment. Promis. Il y avait un sticker que j'avais bien kiffé, qui disait le cloud n'existe pas, c'est juste le disque dur de quelqu'un d'autre. C'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Moi j'avais un professeur de réseau qui disait un serveur c'est rien d'autre qu'un PC qui tourne chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Et en soi, c'est ça, mais avec des composants un peu différents et des puissances un peu différentes. Enfin bref. Du coup, par exemple, pour toute la partie Microsoft, en termes de système, j'étais beaucoup plus orienté sur notamment cette partie on-premise qui est du coup différente de la partie cloud. Sauf qu'il s'avère que Microsoft a totalement changé leur plan de formation. Et que en fait, l'ensemble des certifications que maintenant on peut passer chez Microsoft, elles sont pour 90% des formations orientées cloud, et les 10% restants vont être orientés hybride. Donc hybride, c'est quand on a les deux. C'est des formations qui sont autant pour la partie cloud que pour la partie... En fait, c'est quand on a vraiment les deux. On a du cloud et de l'on-premise dans l'entreprise. À la maison, Et, à la maison. Et qu'on a des liens entre les deux. Mais il n'y a plus rien de totalement dédié on-premise. Parce que Microsoft veut partir parce qu'ils ont leur cloud qui est du coup Azure. Et leur objectif, c'est de dire, entre guillemets, dans 20 ans ou dans 30 ans, il n'y aura plus que du Azure, ou du moins il y aura les deux, mais il n'y aura plus personne qui font juste du Microsoft dans leur data center, quoi. Et donc, moi, je voulais me former sur de la partie Microsoft, et je me suis heurté, entre guillemets, à cette difficulté. Et ben, je me suis dit, ok, je vais me lancer, on va démarrer par Azure. Et je sais que nous, on en avait parlé, mais c'est par exemple le point où... j'ai voulu commencer par une des formations qui est de niveau intermédiaire chez eux, qui est une formation d'administrateur système Windows classique. Bon, c'est Azure. Et là, on arrive et on se dit, moi de l'admin système, j'en fais un petit peu quand même, donc aucun problème, j'y vais. Et c'est exactement ça. Et donc les modules chez Microsoft, ils sont gratuits, ils sont ouverts à tout le monde. Donc la partie formation est ouverte à tout le monde. On peut la suivre en ligne, c'est littéralement sur le site de Microsoft. learn.microsoft.com. Ouais, c'est ça. Et pour pas faire de pub. Mais l'idée en fait c'est d'avoir des liens et des trucs, tu vois, moi je suis en train de me le noter en même temps pour les mettre dans le... Quand vous êtes sur ce podcast, ça me permet de faire une petite pause, quand vous êtes sur ce podcast en version audio, vous avez dans les notes de l'épisode un lien vers un article sur locan.jp et dans cet article vous aurez tous les éléments intéressants, RootMe, HackTheBox, learn.microsoft.com, on va mettre tout ça dedans. Si vous êtes sur YouTube, pareil, dans la description de la vidéo, vous avez également la possibilité de pouvoir accéder à locan.jp. Et c'est aussi l'occasion de mettre des petits pouces si vous êtes sur YouTube, voilà, parce que c'est super important et c'est ce qui dira à YouTube que ce podcast-là, il est super intéressant et qu'il faudrait qu'il le recommande à davantage de personnes. Vous pouvez vous aussi le partager chez vous. Je te rends la même. Enfin, le partager chez vous, le partager à quelqu'un de votre entourage qui fait un petit peu d'IT, tout ça, quelqu'un qui veut se former, des gens qui se cherchent de manière générale, qui sont dans une école d'ingé, etc. Partagez cette vidéo, je pense vraiment qu'elle est assez qualitative et qu'elle peut être intéressante. Donc pour revenir sur Microsoft, sur la partie learning, donc Microsoft, sur leur site, il y a l'ensemble des formations qui sont gratuites, on peut les suivre, il y a juste les certifications qui sont payantes. Et donc moi j'ai commencé, comme tu le disais, en mode bon, j'en fais un peu au travail, ça devrait être bon, je devrais avoir un petit niveau. Et donc là c'était une formation qui était orientée hybride.
Elle a démarré notamment sur du cloud et la fin de la formation était sur de l'on-premise. Et j'ai commencé le premier module. J'ai passé 1 heure et demie dessus et j'ai compris que c'était pas mon niveau. Et donc je me suis dit tout simplement, bah ok, tu gères peut-être une petite partie, enfin il y a des connaissances que tu as, mais clairement pas là-dessus, il faut que tu descendes d'un niveau, il faut que tu passes sur autre chose. Et donc ça je pense aussi que c'est très important d'avoir conscience que il y a des sujets où on va, par exemple c'est ce qui m'est arrivé notamment sur la partie Linux, où on peut commencer une formation ou une certification en disant tiens j'ai envie de passer celle-là parce que je la connais, parce qu'elle est reconnue ou quoi que ce soit. Et il y en a où on va les passer où on va rien apprendre parce qu'on les aura déjà appris en école d'ingé ou par juste notre pratique, au travail, tout simplement, ouais, voilà, au quotidien. Et donc on va se dire ok, cette formation elle m'aura appris rien, elle m'aura servi à quoi? Juste à avoir entre guillemets un tampon sur un CV ou à débloquer d'autres certifications au-dessus. Mais des fois, il y a des certifications où à l'inverse, moi c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est de se dire, ok, je sais que dans ce domaine-là, j'ai tel niveau. Dans un autre domaine, je me dis, bah tiens, je vais peut-être avoir le niveau équivalent, donc je vais directement partir sur des certifications de niveau équivalent. Il ne faut pas avoir peur de se dire, de remarquer que non, en fait, c'est pas mon niveau, Carrément. et de descendre. Et surtout que souvent sur les process de formation comme sur Learn Microsoft, quand tu descends d'un niveau, comme tu disais, les formations, enfin le support de cours, entre guillemets, le support de formation est gratuit en fait. Ça permet juste de s'assurer qu'on ait bien tous les fondamentaux et toutes les bases pour passer au niveau qu'on convoitait dès le début, en n'ayant rien loupé en fait, juste en ayant tous ces éléments-là. Et la partie learnmicrosoft.com, c'est toi qui me l'as partagé l'autre jour. Je suis profondément bluffé, moi c'est ce que je mettais sur LinkedIn il n'y a pas si longtemps que ça, bluffé par la gamification et l'accès facile à de la connaissance et le design que propose Microsoft. Leur site est vraiment bien fait. Pour un mec pro Apple, je me suis foutu de la gueule de Microsoft un nombre incalculable de fois, mais cet espace d'e-learning, il est incroyable. C'est juste super bien foutu. C'est vrai que c'est un beau contraste de vendre du Microsoft sur une chaîne où tu parles tellement d'Apple. Mais pour le coup, je connais aucune autre marque qui propose, enfin Apple le fait, mais le support de formation est super court pour du Apple, il y a peu de formation Apple. Mais là, on peut aller jusqu'au niveau 3 étoiles, plus, et c'est de l'expertise. Et tout est accessible en fait. Totalement. Et tout est gratuit. Toutes les formations sont gratuites. Même les formations expertes sont entièrement gratuites. Ouais. Et puis il n'y a que la certif qui est payante. Et même les tarifs des certifs, moi je les trouve ridicules en fait. C'est 100 balles la certif, 50 balles. Ouais, pour les petites. Ouais. Mais même les grosses, j'en ai vu, elles sont à 150 €, les plus grosses. Et je sais que j'en ai vu qui peuvent monter à 300 ou autre. Alors après, ce qui est différent, et c'est peut-être là où toi tu n'as peut-être pas vu la différence, c'est que Microsoft fonctionne sur un système que vous allez retrouver pour d'autres on va dire technologies, où donc ça s'imbrique, il faut des fois passer le niveau 1 pour avoir accès au niveau 2, pour avoir accès au niveau 3, ce qui est à peu près normal. Là où Microsoft fonctionne des fois un peu différemment, c'est que il différencie la notion d'examen de certification. Oui. Ça veut dire que pour avoir une certification, tu as besoin par exemple de passer 1, 2, 3 examens. 4 examens des fois pour les plus grosses. Pour les spécialistes, des fois c'est entre 2 et 4 examens on va dire qu'il faut passer. Et on ne paye pas une certification, on paye un examen. Donc c'est pour ça que je dis c'est un peu plus cher pour les spécialistes parce que oui c'est 150 € par exemple, mais c'est 150 € l'examen. Oui. Et vu qu'il en faut 3 pour avoir la certification, ta certification tu l'as payée 450 €. Et donc il y a une différence entre le payer une fois et faire 1 x 3 sur le prix, c'est là où on peut un peu se faire avoir. C'est la même chose que sur d'autres technologies, j'allais dire. Moi encore une fois je fais du management et de l'encadrement sur les technos. Sur du ITIL, qui n'est absolument pas une technologie du coup, mais ITIL c'est pareil, pour être expert ITIL il faut 5 formations et chaque formation, la formation est dispensée par quelqu'un à chaque fois, il n'y a pas ce système d'e-learning et c'est 2000 balles à chaque fois la formation, donc quand tu veux être expert ITIL c'est de suite un billet de 10K qu'il faut mettre dessus. Sans compter la fondation. Donc on n'est pas sur les mêmes niveaux de tarifs. Pareil sur du Cisco, quelqu'un qui veut monter en compétence sur du Cisco, les formations sont de suite très chères et Cisco se remet à faire ce système d'imbrication où il faut plusieurs paliers pour faire un étage et pouf, ensuite venir le valider au-dessus. Ça fait un petit moment qu'on parle de tout ça.
il y a deux notions, donc on aborde gentiment la partie financière, il y a la partie temps aussi. Concrètement, des formations au quotidien, elles peuvent être, vous pouvez les financer en totale autonomie, c'est ce que tu fais partiellement, ce que je fais aussi. Tout dépend du budget, tout dépend d'à quel point vous voulez y aller. Il y a la partie CPF, c'est ça? Compte personnel de formation. Que vous pouvez utiliser pour payer des formations. Alors là, ça va dans n'importe quel sens. Vous pouvez très bien faire... Moi, je réfléchissais à faire de l'ébénisterie. Oui, bien sûr. Parce que c'est réellement un truc, le bois est un matériau qui me fait kiffer et j'aimerais savoir le travailler. Donc, j'ai tendance, moi, à me dire, mon CPF, je vais le garder pour des trucs un petit peu exotiques, comme justement de l'ébénisterie. Et voir avec mon employeur pour monter en compétence. Un des trucs qui, pour moi, est très important, on l'avait évoqué au moment de ton recrutement, c'est la négociation de la montée en compétence par le biais de formation et de certification quand on embauche quelqu'un ou quand on va se vendre auprès d'une entreprise. C'est pour moi aussi important que le salaire. Je préfère avoir un salaire plus faible, entre guillemets, mais avoir plein de formations parce que les formations ont un coût qui est très cher. Encore une fois, la formation que j'ai passée cette semaine, moi c'est une formation qui vaut 2500 balles et j'en ai plusieurs de prévues cette année comme ça, comme toi aussi. On est dans une boîte qui forme massivement ses collaborateurs. Et c'est, selon moi, une chance. Même si la valeur frontale, en fait, c'est peut-être ça mon propos, c'est que quand on va postuler dans une entreprise, il y a l'annonce qu'on va nous faire d'un salaire et c'est souvent, on s'arrête très souvent à ça. On oublie, selon moi, deux autres variables qui sont importantes. Le cadre de travail, avec qui est-ce que je vais travailler, de quelle manière, est-ce que ça va être intéressant ou pas. Les missions aussi, les environnements sur lesquels je vais bosser, est-ce que ça va être des trucs chiants tout le temps, ou est-ce que des fois il y aura des trucs un peu fun, ou est-ce que ça sera toujours des trucs fun, est-ce que j'ai de la latitude sur la manière dont je compose mes journées. Et le deuxième sujet, le troisième en l'occurrence, ça va être la partie formation. C'est arrivé très fréquemment, ça m'est arrivé très fréquemment d'avoir un salaire frontal énorme et derrière d'avoir aucune formation. Ok. Et donc en fait, sur ces périodes-là, pour moi, pour toi aussi je pense, j'ai vraiment la sensation de mettre ma carrière sur pause et de me dire, ok, j'engrange une chier de thunes, en parlant poliment, mais en fait je n'évolue plus. Et réellement, il y a cette sensation de ça se met sur pause. Si vous bossez dans l'IT, c'est peut-être différent dans d'autres domaines, mais encore j'ai du mal à le croire. Si vous voulez évoluer, si réellement vous avez une volonté de vous améliorer et de grandir professionnellement, la partie formation, la partie budget formation, ça doit être un sujet que vous évoquez au moment des entretiens d'embauche. Parce que déjà, moi du côté recruteur, c'est quelque chose qui démontre que la personne que j'ai en face de moi, elle veut évoluer. Et donc je ne recrute pas Mathieu sur ce qu'il est aujourd'hui, mais sur ce qu'il veut être demain. Et c'est un investissement qu'on fait, littéralement. Et moi, ça met beaucoup de voyants au vert dès le début. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Ça renvoie donc du coup cette bonne image, et surtout ça vous permet de savoir, d'avoir le vrai montant de ce que vous allez avoir à l'année dans une entreprise. Quand on vous propose 30K mais avec 20K de formation à l'année, ça fait que vous avez 50K à la fin de l'année de gain en fait. Si vous avez 50K et rien du tout en formation, encore une fois, vous aurez peut-être un salaire plus élevé tous les mois, parce qu'il est palpable, en argent sonnant et trébuchant, mais votre carrière elle est sur pause et durant tout le temps où vous êtes là-bas, vous n'évoluez pas à moins de réinvestir tout cet argent ou d'avoir des missions, on revient sur le triptyque précédent, ou d'avoir des missions ultra stylées qui vous permettent de vous revendre après en disant eh bien, j'ai fait tout ça comme mission, j'ai remis à jour toute cette infrastructure, j'ai contribué à tel renouvellement, etc. Toi, ça avait été un sujet au moment du recrutement. Je ne sais pas si on peut en parler peut-être un petit peu. Oui, pas de souci. Sans passer forcément trop de temps dessus, puisqu'après il y a la partie gestion du temps qui me semble aussi intéressante, de comment on cale tout ça dans les journées. Mais la partie au moment du recrutement, toi, ça avait été un sujet. Moi, ça avait été un sujet. J'étais en négociation d'un point de vue du salaire, parce que c'était aussi un sujet. Forcément, ça l'est toujours, on va pas se le cacher. Et la négociation, c'était pas forcément passé comme je voulais d'un point de vue du salaire, tout simplement. Et donc j'avais orienté la chose un peu plus d'un point de vue formation. C'est toi qui m'avais donné des conseils d'ailleurs sur cette partie-là, et c'est des conseils que je trouvais très avisés et très justes sur la partie notamment. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que
Avoir par exemple un gros salaire, comme tu le disais, oui, c'est un avantage, factuel, entre guillemets, c'est un avantage sur le moment. Parce que bah oui, tous les mois on touche un gros salaire, ça permet d'avoir un certain train de vie, ça permet d'avoir une qualité de vie et de pas se prendre la tête avec d'autres choses, de pas avoir de problèmes, etc. Néanmoins, il y a le côté où une fois qu'on veut changer de travail, déjà ça peut être un frein. Parce que bonjour, vous avez été embauché, avant vous aviez 50, ben moi bonjour, je vous propose 40 parce que le marché a baissé, parce que je peux pas vous proposer plus ou quoi que ce soit. Donc ça peut être un frein entre guillemets. Mais de l'autre côté, sur le CV, ça n'apporte rien. Votre salaire n'est pas marqué sur votre CV. Et en fait, les expériences, dans tous les cas, vous allez les avoir. Que vous êtes, entre guillemets, que vous avez des formations ou que vous n'avez pas de formation au niveau de votre mission, la mission reste la même. C'est votre mission, quoi. Ouais, carrément. Par contre, avoir des formations, justement, et des certifications, moi, je dissocie un peu les deux dans le sens où j'ai tendance à dire que se former, c'est bien, ça apporte des compétences. Une certification, ça apporte une preuve entre guillemets de compétence. Oui, c'est la validation de... Et voilà. Et pour moi, l'attestation. Ouais, c'est ça. Et j'ai beaucoup de mal avec les formations qui ne sont pas certifiantes, par exemple. Donc pour moi, formation égale certification et c'est un badge entre guillemets, qu'il faut mettre en valeur. Et notamment quand on va essayer de chercher un emploi, qu'on change d'emploi ou quoi que ce soit, ou lors de négociations salariales au sein de l'entreprise ou quoi que ce soit, on va le mettre en avant parce qu'on va dire, bah ok. Je suis rentré par exemple dans l'entreprise avec tel niveau. Aujourd'hui, j'ai 10 formations de plus, 10 certifications de plus. Donc je vaux plus. Bien sûr. Et en fait, vous avez la preuve. Alors il y a des certifications qui sont plus ou moins reconnues par certains recruteurs, etc. Ça, on pourra en parler. Mais c'est surtout, il y a une preuve là où en fait, sur la partie salaire, vous ne le voyez pas forcément. Et donc oui, c'est un budget que dans tous les cas, il faut consacrer. Et alors, on n'est pas obligé forcément de le consacrer, de le prendre par exemple sur son temps libre, comme moi je le fais, ou comme toi tu le fais un peu, de dire c'est un budget qu'on prend tous les mois, ça faut aussi pouvoir se le permettre, et je conçois clairement qu'il y a des gens qui peuvent juste pas se le permettre, ou qui n'ont pas envie, qui disent bah moi je fais mes 8 heures de travail tous les jours, et j'ai pas envie après d'aller bosser. Ça, c'est clairement, ça s'entend complètement. Moi j'ai plus la vision de me dire... les petites formations, et notamment celles que je peux suivre en autodidacte, bah, je les fais à la maison. Parce que j'ai envie, parce que ça me coûte pas trop cher, parce que voilà, je peux me le permettre. Et je laisse les grosses formations ou celles qui... En fait, dans grosses formations, je mets deux choses. Je mets soit celles qui coûtent cher, soit celles qui ne sont juste pas disponibles en libre service. Ça veut dire que celles où tu es obligé, par exemple, d'avoir un intervenant, ce genre de choses. Et ben celles-là, je les laisse, entre guillemets, j'essaie de les négocier, soit avec mon entreprise, ou dans le pire des cas, tu les passes sur tes jours de congé ou quoi que ce soit. Mais en fait, pour moi, t'es perdant un peu à faire ça, si tu peux, je dis bien si tu peux, te permettre de le faire passer par l'entreprise. Et donc, je sais que quand on avait parlé, par exemple, des formations, c'était quelque chose dont moi j'avais parlé, justement avec les managers, de dire, ben aujourd'hui, voilà ma liste des formations que j'aimerais passer. Les petites, là, vous inquiétez pas, je les fais moi. Et les grosses, entre guillemets, voilà ce que j'attends, entre guillemets, de vous, c'est de passer les grosses formations avec vous, parce que ça demande du temps. C'est, par exemple, 3 semaines de formation, bah ouais, faut se le permettre de poser 3 semaines ou quoi que ce soit. Ou c'est quelque chose qui vaut 2000, 3000, il y a des formations qui valent 20 000 euros. Hein. Oui. Donc oui, il faut se le permettre de sortir, par exemple, ne serait-ce que 2000 euros pour une formation, il faut se le permettre, c'est un salaire. Hein. Surtout qu'il n'y a pas forcément de retour, enfin, il n'y a carrément pas de retour sur investissement direct, pour toi de suite. Clairement. Le retour sur investissement, il se fait pour ton employeur à moyen terme et sur ta carrière à toi. Quand tu dis que les personnes qui ne veulent pas se former en dehors de leur temps de travail, c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un avec qui on travaille la semaine dernière, on s'en fout. Pour moi, en fait, il faut être raccord avec ses objectifs. C'est-à-dire que si tu te dis je veux pas me former en dehors de mon temps de travail, il faut aussi accepter que tu évolueras peu, voire pas, sur ton métier, en fait. C'est-à-dire que il y a une notion de... Si je conçois difficilement qu'on puisse se dire je suis curieux uniquement durant mes horaires de boulot. L'avantage que tu as à faire des formations en dehors sur ton temps libre, c'est qu'en fin d'année, tu vas avoir
ça sera objectif, réellement, voilà, j'ai passé X formations cette année, parce que je suis quelqu'un qui est intéressé dans ce que vous me proposez au quotidien, dans mon travail. Quand tu as quelqu'un qui ne veut faire des formations que si elles peuvent être prises sur son temps de travail, tu viens sur un deuxième levier qui est compliqué, le fait que en plus d'avoir le budget nécessaire à allouer pour ta formation, l'employeur doit en plus ménager du temps pour que tu passes cette formation. Ouais. Alors dans la tête des gens, les deux vont forcément de pair. Dans la vraie vie et sur le terrain, c'est pas toujours le cas. Quand on paye quelqu'un, quand on paye une ressource, c'est pour qu'elle produise. Si vous pensez le contraire, c'est totalement utopique. En fait, il n'y a vraiment pas de discussion là-dessus. Quand on verse un salaire à quelqu'un pour qu'elle produise, pour qu'elle pousse du dossier, à une personne pour qu'elle pousse du dossier. Et former une personne, beaucoup d'employeurs n'ont pas vraiment de problème à former les gens ou à payer des formations aux gens. Par contre, le vrai problème, moi sur toutes les formations que j'ai cette année, le sujet souvent qui revient, et c'est pas mon premier employeur à me dire ça, c'est que oui, mais en fait, ça veut dire qu'une semaine par mois, tu n'es pas là. Et ça, c'est un souci. Parce que ça veut dire qu'on me paye 75% du temps. Mais sauf qu'on me paye une certification en plus. Et du coup, ça, c'est un problème, en fait. C'est le fait de se passer de la ressource qu'on forme, le temps où on la forme. Donc, je pense qu'à un moment, dans le panier des négociations, il faut peut-être être prêt, peut-être, hein, je ne dis pas qu'il faut, peut-être être prêt à travailler sur son temps libre sur différents sujets. Comme tu disais, c'est une très bonne approche, faire des petites formations sur son temps libre, parce que ça démontre que déjà tu as de l'appétence et qu'ensuite du coup on n'a aucun problème à aller plus loin là-dessus. Mais la partie, moi j'ai une petite crise d'urticaire de suite dès qu'on me dit non, moi je veux évoluer dans mon travail mais je suis pas d'accord pour me former en dehors du boulot. Oui, donc ça veut dire que c'est pas une priorité pour toi en fait, aussi simplement que ça. C'est pas une priorité, après je te coupe, désolé. Oui, d'habitude c'est moi qui coupe les gens, donc du coup c'est bien sur ce podcast là, pour une fois c'est l'invité qui parle davantage, c'est très très bien. Moi il y a le côté où je suis pas forcément 100% d'accord sur la partie de dire ok, si tu te formes pas à côté, c'est que t'es pas forcément motivé ou quoi que ce soit. Tu peux avoir plein d'autres choses, hein. Tu peux avoir juste déjà un emploi du temps entre guillemets rempli par autre chose que tu veux faire ou quoi que ce soit. Il y a le côté pour moi où tu ne deviens pas obsolète, dans le sens où, même nous dans l'IT, où après 3 ou 5 ans sans se former, tu sais que tu es vraiment obsolète, parce que tu l'es devenu, parce que tu n'es plus à jour sur les technos, etc. Mais ça c'est propre à l'informatique, on va dire. Mais pour moi, c'est pas que tu le deviens, par contre, faut prendre conscience que du coup, par définition, tu n'évolues pas au même rythme que ceux qui décident de le faire. Bien sûr. Et c'est là où j'ai du mal, c'est que je pense que actuellement, vu qu'on a l'habitude, je pense que c'est lié surtout à notre métier, de dire dans l'informatique, il y a beaucoup de gens qui vont se former à côté parce que c'est facile de se former justement parce qu'il y a parce que Internet, par définition, c'est de l'informatique et dessus il y a toutes les ressources informatiques. Donc par définition, c'est facile pour nous de nous former aussi à côté et de nous former sur notre temps libre. Et j'ai un peu l'impression que c'est devenu entre guillemets la norme de dire en fait ok, collaborateur il va bosser, il va être formé en entreprise, mais il va aussi se former à côté. Et je suis pas certain que ce soit forcément la bonne pratique, enfin la bonne chose, le bon mouvement au niveau de l'entreprise de dire. Je suis totalement d'accord. De dire que le standard c'est que en fait ouais ok, moi je vais te payer la formation, par contre tu l'as fait chez toi. Non, en fait, moi je suis payé pour être là de 8 à 18, entre guillemets, et donc si j'ai une formation, tu me la mets de 8 à 18. Par contre, que toi tu le proposes et que toi tu le négocies pour le faire en dehors, ça peut être une bonne pratique. Par contre, bien sûr, tu ne peux pas, pour moi l'entreprise dans tous les cas, et elle ne doit pas, et elle ne peut pas, entre guillemets, pas en vouloir, mais c'est pas le bon terme, mais on comprend ce que je veux dire, d'en vouloir, entre guillemets, à la personne qui lui dit non, moi j'ai pas envie. Moi, j'ai juste envie de venir travailler et de faire mon truc, donc si vous me payez une formation, ok, par contre, c'est pendant les heures de travail. Bien sûr. Mais c'est vrai que... C'est ça la norme, en fait. Hein. À aucun moment, mon propos, c'était peut-être pas clair, mais à aucun moment, mon propos, c'était la norme doit être que l'employeur paye des formations, que l'employé fait sur son temps libre. Évidemment, non. Mais une formation, tu vois, il y a 2 bibliothèques derrière, de chaque côté de nous. Une bonne partie des bouquins que tu vois sont des bouquins de management, parce que de la même manière qu'on a des
des personnes avec qui on travaille qui ont des labs chez eux et qui aiment bien bricoler, etc. Et bien, la partie management, chez moi, j'ai pas des mignons avec qui je peux travailler. Donc, Ton chat beaucoup se fait. Ouais, Kevin, on va bosser un petit peu tout ça. Beaucoup peut se faire par l'intermédiaire de livres. Donc, juste acheter un livre et le potasser, c'est déjà de la formation. Totalement. En fait. Et beaucoup sur la partie livre, dans un de mes premiers tafs très intéressants, j'avais négocié un budget livre. La première année, j'avais pas forcément de budget formation, enfin il était petit, mignon, mais j'avais négocié un budget livre sympa, je crois que c'était 500 balles, ça a fait du bouquin quand même, 500 balles. Et ça reste un budget formation. Par contre, évidemment, tu vas pas prendre ton livre quand tu es au travail et te mettre à ton bureau pour lire ton bouquin. Pour autant, c'est de la formation. Tu vois, le parallèle avec le livre, je pense qu'il est plus juste. Aucun problème. Tiens, voici, tu vois, il y a pas mal de VMware. Il y a du vSphere 6, mec, là-bas en bas. Hyper-V 2016, vSphere 6. C'est à quel point je suis vieux. Ce qui me fait peur, c'est le 2016. Et du coup, ouais, mais c'était hyper... Il venait de sortir quand je l'ai acheté. C'est ça le pire, c'est ça le pire. E.T., l'Active Directory, Windows 10, etc. Enfin bref, tous ces bouquins-là, c'est des bouquins que l'employeur m'a payé et que j'ai ensuite potassé sur mon temps libre. Et dans cette approche-là, en fait, il y a quelque chose qui pour moi est très important, c'est le terme de priorité. Et en fait, on a tous des priorités différentes. Et souvent, je suis obligé de répéter ça 2 fois, 3 fois, quand quelqu'un me dit non, mais j'ai pas le temps parce que... Oui, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que c'est pas ta priorité. Oui. Non, mais parce qu'en fait, moi, quand je rentre à la maison, j'ai ça, et puis j'ai des enfants. Oui, mais il n'y a aucun problème parce que ton enfant soit ta priorité. C'est totalement normal. Moi, ma priorité ce soir, clairement, c'est de partager un moment avec toi, de l'enregistrer, de le partager ensuite avec vous, et de pas aller courir ou de pas aller à la salle faire du crossfit. Ma priorité du jour et de ce moment-là, c'est ça. Hier, ma priorité, c'était d'aller courir. Donc, je suis d'abord allé courir, et ensuite, j'ai essayé de tourner une vidéo qui est sortie hier soir, un petit peu à l'arrache par rapport à d'habitude, parce que c'était pas la priorité. Et il faut être honnête envers soi-même, arrêter de se raconter des discours à soi-même. Beaucoup de personnes veulent monter en compétence, mais ne sont pas prêts à faire les efforts, parce que c'est des efforts nécessaires pour monter en compétence. Donc, froidement, hein, sans aucun jugement, posez-vous les bonnes questions, de savoir si monter en compétences, apprendre des nouvelles choses, suivre des formations et les valider par des certifications, c'est quelque chose qui est important pour vous au point que ça devienne une priorité et que par définition ça prenne la place d'un truc. Alors dans le meilleur des cas ça prend la place du je rentre à la maison, je me sers un coca et je me pose devant les Marseillais sur TF1 ou je sais pas quelle chaîne. Il y en a. J'espère qu'il n'y en a pas parmi les gens qui regardent cette vidéo, mais il y en a. Qui pour eux une journée chargée c'est ça, c'est rentrer à la maison et se poser devant la télé parce que c'était dur aujourd'hui. Mais peut-être que vous avez déjà une journée très compliquée. Moi là par exemple se pose la question, pour tirer la couverture à moi, de faire des compètes de crossfit un peu plus régulièrement et je me dis ok, est-ce que c'est une priorité ou pas, parce que du coup, dans mon cas, la partie formation, tu vois, Azure, je le mets un petit peu de côté parce que cette semaine j'ai voulu faire beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, j'ai pas touché à Azure, mais je suis à l'aise avec moi-même après. Je sais que c'est un choix éclairé et j'ai mis ça de côté. Parce que, et c'est mon propos pour terminer cette vidéo, ça prend, ce podcast, audio et vidéo, c'est que ça prend du temps de se former. Peu importe les ressources qu'on a, alors en termes de temps, en termes d'argent ou cérébralement, se former prend du temps. Parce qu'il y a forcément un moment où tu as des formations où tu es obligé de les relire 2 fois, 3 fois parce que c'est dense. Tu as des formations où tu es obligé d'appliquer ce que tu as vu en théorie parce que, comme tu le disais en début de vidéo, si tu ne pratiques pas sur ton IT, c'est très compliqué. Et il faut pouvoir ménager du temps en fait pour faire tout ça. Donc ça peut être un petit peu de temps en rentrant du travail, se poser comme tu disais aussi, si tu n'es pas fatigué, se foutre devant l'écran et renchaîner un petit peu. Ok, cool. Mais en termes de temps, ça prend réellement pas mal de temps. Donc sur les 12 formations par exemple, certifications que tu as prévues sur cette année, est-ce que tu arrives à évaluer à peu près combien de temps ça te prend par mois ou par semaine même, à l'échelle d'une semaine, combien de soirées ça te bloque, combien de week-ends ça te bloque, si tant est que ça soit comme ça? La manière dont je gère mon temps, c'est environ 1 à 2 heures par soir. Ok. Mais pas tous les soirs. Genre je tourne entre 3 et 4 soirs par semaine, on va dire. Et le week-end, ça dépend.
si j'ai quelque chose de prévu, en fait ça revient à la notion de priorité que tu venais de dire. Si j'ai quelque chose de plus prioritaire, bah tant pis. Et si j'ai quelque chose qui est moins prioritaire, et ben let's go. Et en fait, j'ai cette notion de, ok, j'ai mon mur à la fin du mois, j'essaye de passer la certification pour au maximum le 30 du mois. Et donc, j'ai 30 jours, entre guillemets, pour la passer. Il y a des formations où, en fait, il y a des certifications où si j'avais envie, en une semaine, je l'aurais passé. Pas de souci. Mais c'est pas le but. Ouais. Ça revient exactement à ce que tu disais, en mode... oui, ça prend du temps, oui, ça peut coûter de l'argent, oui, c'est un investissement, mais il ne faut pas oublier que vous le faites pour vous. Et ça, c'est important de se le dire, Ouais, je pense clairement. aussi. C'est quelque chose où il n'y a personne à côté qui va, il y a personne à côté qui va avoir, tout simplement, qui va avoir quelque chose à faire du fait que vous vous formez ou quoi que ce soit. C'est si moi je me forme, c'est parce que j'ai envie de me former. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Il faut en avoir envie. Il faut avoir envie de se former parce que c'est, comme dit, c'est de l'investissement et c'est de l'investissement aussi cérébral, on va dire. Il faut réfléchir. C'est pas juste on est devant, on écoute 3 mots, on prend 3 notes et à la fin on passe une certification. Non, surtout quand on rentre dans des domaines qui sont un peu plus compliqués. Donc c'est un investissement, ça peut que être positif en fait pour la suite. Dans le sens où vous avez une certification, ok, c'est un gain que vous avez, à aucun moment ça peut vous faire perdre quelque chose, au pire un peu d'argent. Ouais. Mais en fait, ou au pire un peu de temps aussi si elle était pas ouf. Mais dans tous les cas, derrière, c'est un gain et je pense que c'est vraiment important. Après, faut pas se forcer. Je pense que c'est surtout ça ce qui est important. C'est ne faites pas une formation ou une certification parce qu'elle est imposée ou parce que juste vous avez le copain ou le collègue qui l'a faite. Non. Si elle vous intéresse, c'est parce que vous êtes un peu renseigné dessus, parce que c'est un domaine qui vous intéresse, Ouais. qui vous donne envie. Et plus la formation ou tout simplement le domaine dans lequel vous allez travailler, je parle formation, je parle pas du travail au quotidien, mais je parle juste de la formation que vous allez faire, plus ça vous intéresse, plus ça vous donne envie, et plus ce sera simple simplement de le potasser le soir et de passer la certification derrière. Faut en avoir envie tout simplement. C'est exactement Côté le sujet. appétence. C'est exactement le sujet. D'un point de vue certif, il y a des trucs avec lesquels on est forcément plus à l'aise, ou même avec des méthodes qui peuvent être plus... Par exemple, moi, le réseau Cisco, c'est un truc... je sais que c'est super important, je sais qu'il faudrait creuser, entre guillemets, juste ça me fait chier en parlant simplement. Ouais, ça t'intéresse pas. C'est vraiment pas un truc qui me fait kiffer. Le réseau sur du Storm Shield, mais j'adore la manière dont Storm Shield fait du... Enfin, j'adore, ouais, ça m'a fait kiffer en fait. Et je suis en train de me prendre au jeu avec du Microsoft, tu vois, aussi sur la suite. Donc il y a toujours une histoire effectivement de priorisation et de savoir qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on apprécie moins. Et il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que tu vois des trucs à rajouter toi sur cette vidéo, parce qu'on a quand même vachement fait le tour. Je regardais discrètement le prompteur, on n'a jamais fait un podcast aussi long, on est à 1h15 de vidéo. Mais c'est objectivement, sans vouloir manquer de respect aux 18 autres podcasts précédents, c'est comme ça que je veux ces podcasts, le plaisir de partager, tu vois, un canapé, un pote, et on creuse vraiment les sujets du début à la fin, et pour une fois, c'est vraiment ultra stylé. Moi, j'ai peu parlé, en fait. Donc c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Non, c'est parfait. C'est que tu avais beaucoup de choses à raconter, beaucoup de cas concrets, etc. Et je pense que ça aura fait mouche auprès de l'audience. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment là-dessus. C'était vraiment, vraiment très, très agréable. Je vous mets en description et sur le site de locan.jp, du coup, les liens qu'on a pu évoquer ici. Si on a d'autres trucs qui nous reviennent, cette vidéo sortira dimanche, donc si on a d'autres trucs qui nous reviennent, on pourra rajouter tout ça. Moi, je pense vraiment que les formations sont très importantes aujourd'hui. Alors, en informatique en particulier, mais je finirai par une anecdote. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas fait d'école d'ingé, donc beaucoup de cours du soir et pour acquérir un niveau et des certifications. Et je suis toujours très surpris du poids de mes maigres certifications quand je passe un entretien et des salaires que je suis capable de demander, de défendre et d'obtenir avec quelques petites certifications. Ça fait une vraie grosse différence, en fait, une vraie grosse différence. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais quand on postule quelque part, il y a la notion de salaire et la notion de formation, je vous l'ai dit.
mais les formations viennent s'ajouter au salaire parce qu'après, le taf d'après que vous allez défendre, vous aurez ces certifications en plus qui vont vous permettre de demander un salaire réellement plus gros que le salaire que vous avez eu au début. Donc soit vous avez un employeur qui est intelligent, c'est le cas parfois, et qui va vous augmenter au fur et à mesure pour garder la compétence qu'il est en train de former lui-même, soit c'est pas le cas, et du coup vous vous rendrez compte de la réalité du marché, que d'avoir passé des certifications, ça vous aidera au quotidien pour votre recherche d'emploi et vos démarchages suivants. Et ça vous permettra d'avoir, si l'argent est aussi important pour vous que ça peut l'être pour moi, hein, on va pas se mentir, parce que c'est ce qui remplit le frigo, c'est ce qui permet d'apprécier la vie, de se balader, de voyager, pareil, c'est utopique si on pense le contraire et que l'argent c'est sale, c'est pas vrai en fait, c'est ce qui construit votre vie. Sans argent vous ne faites rien, et c'est ultra important en fait. Les formations peuvent passer un certain moment. Toi, je pense que l'année prochaine en fait on se foutra totalement de l'école d'ingé que tu as fait. Par contre, on te jugera quasi exclusivement sur la quantité astronomique de certifications que tu auras pour un mec qui a 1 an d'expérience. Et effectivement, on regardera aussi les missions que tu as eues, parce que tu n'es pas juste resté chez toi à passer des certifications. Aussi de plus en plus. Et donc, ouais, allez-y, formez-vous et clairement, allez-y, kiffez. C'est vraiment important. Il n'y a rien de plus à rajouter, évidemment. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, nous, on a pu passer un bon moment, que vous aurez des choses à retirer de ce podcast. Si vous êtes sur la version audio, ça fait super plaisir de mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Mathieu, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. C'était super cool. Ouais. À très vite. Ciao.